Alors, comment appelle-t-on un endroit qui est presque un pays, ah, mais pas tout à fait encore, mais qui y travaille? Parlons-en dans un Géogratalk. Salut les Géograpotes, j'espère que vous allez bien. Ici sur Geography Now, on a couvert chaque État souverain de l'Organisation des Nations Unies, de l'Afghanistan au Zimbabwe. Cela dit, le monde n'est pas toujours aussi simple et tranché quand il s'agit de la question de ce qui constitue la souveraineté. Je te jure, ce quartier va me rendre fou un jour. Donc, dans ce monde, on a des régions ou des sections à l'intérieur d'un pays. Tu te moques de moi? Je te jure, si je n'avais pas ma mère à charge à m'occuper, je serais probablement en prison. So, à ce stade, à force de me battre avec mes voisins stupides. Bref, où en étais-je? Laisse-moi revenir au script. Ah oui, donc dans ce monde, on a des pays, n'est-ce pas? Mais tu remarques parfois qu'à l'intérieur de ces pays, il y a des régions séparatistes, des zones, des sections du pays, ou même juste des groupes politiques semi-organisés qui ne veulent pas faire partie du pays en question. Beaucoup d'entre eux revendiquent un certain degré d'autodétermination qu'ils s'imposent eux-mêmes. Et c'est là que commence un peu la zone grise en matière d'État. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Il y a plein de groupes séparatistes dans le monde, il y en a plus d'une centaine, et je ne vais pas parler des micronations. Beaucoup de ces groupes, ce sont juste des organisations marginales qui n'ont pas vraiment de structure solide dans leur mouvement vers l'autodétermination. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les États du monde qui ne sont pas pleinement reconnus, mais qui ont un certain degré d'autonomie organisée et qui bénéficient d'une reconnaissance limitée de la part de véritables États membres de l'Organisation des Nations Unies. Avant de parler de ces États, il est important de noter qu'aujourd'hui, il y a 6 pays au sein de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas pleinement reconnus. Le premier pays, l'Arménie, n'est pas reconnu par le Pakistan en raison du fait que le Pakistan a annoncé qu'il soutenait l'Azerbaïdjan. Lors de la première guerre du Haut-Karabakh, chose étrange, l'Azerbaïdjan, adversaire de l'Arménie, reconnaît celle-ci en tant qu'État. Le désaccord porte simplement sur la question du Haut-Karabakh. Le Pakistan semble coincé dans une boucle temporelle, ne pouvant revenir sur sa parole, rendant les choses bizarres et gênantes entre lui et l'Arménie. Numéro 2, la République populaire de Chine. Aujourd'hui, 11 pays ne les reconnaissent pas officiellement, car ils ont choisi de reconnaître la République de Chine, également connue sous le nom de Taïwan, même si elle porte de nombreux autres noms selon l'organisation internationale ou l'événement en question. 11 pays ne reconnaissent pas la Chine et préfèrent Taïwan. En troisième position, la République de Chypre. Ainsi, la République de Chypre, officiellement reconnue par l'Organisation des Nations Unies, n'est pas reconnue par la Turquie. Pourquoi beaucoup de mes abonnés le savent déjà, c'est à cause de Chypre du Nord. Il y a eu une guerre qui a divisé Chypre entre les Grecs et les Turcs. La Turquie ne reconnaît que la République turque de Chypre du Nord, qui utilise la livre turque. J'ai déjà fait plusieurs vidéos détaillées sur le sujet. La situation est complexe, la reconnaissance est limitée, mais c'est la réalité actuelle. Concernant Israël et la Palestine, je pense que des explications ne sont pas nécessaires. Ces deux-là ont beaucoup fait la une des journaux récemment. Tout le monde en parle, mais laissez-moi le dire ainsi. Aujourd'hui, 27 pays n'ont aucun lien officiel avec Israël, alors que 165 nations reconnaissent Israël et certaines d'entre elles reconnaissent à la fois Israël et la Palestine. Je veux aussi préciser que toute cette situation est en réalité beaucoup plus nuancée que ce que les gens ont tendance à croire. Lorsqu'on fait référence à l'autorité palestinienne, presque toutes les organisations internationales ou les pays qui la reconnaissent parlent de Fatah ou de l'autorité nationale palestinienne qui gère les zones de Cisjordanie et non du Hamas dans la bande de Gaza. Les deux parties se sont séparées en 2007 et même aujourd'hui, elles sont toujours en conflit l'une avec l'autre. Notez également que la Palestine n'est pas un membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, mais un État observateur à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Ils sont donc autorisés à observer au sein de l'Organisation des Nations Unies, mais ils ne peuvent pas voter sur les questions. Enfin, les Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, évidemment, ne se reconnaissent pas mutuellement. Chacune pense qu'elle devrait être la seule autorité légitime sur l'ensemble de la péninsule coréenne. Néanmoins, il leur arrive parfois d'avoir des sommets informels ou des interactions entre elles. Vous savez, quand vous allez à la zone démilitarisée, il arrive parfois que des gens essaient de faire passer des ballons au-dessus des clôtures. Et maintenant, nous arrivons aux membres des agences spécialisées.
C'est une branche étrange de la reconnaissance au sein de l'Organisation des Nations Unies. Alors allons-y directement. Les îles Cook et Niue sont considérées comme des États autonomes selon le droit international, mais elles sont en libre association avec la Nouvelle-Zélande. Nous avons expliqué cela dans l'épisode sur la Nouvelle-Zélande. Les deux ont leur propre langue et constitution. Cependant, toutes les personnes sur ces îles sont citoyennes néo-zélandaises et, en gros, la Nouvelle-Zélande est responsable de leur armée et de leurs grandes opérations diplomatiques. Petite précision, Tokelau n'est pas dans cette catégorie. C'est une dépendance de la Nouvelle-Zélande. Et en plus, il n'y a qu'environ 1500 personnes sur ces îles. C'est presque personne. Je ne suis pas sûr de la viabilité de Tokelau en tant que pays indépendant. Aujourd'hui, elles sont considérées comme des États non membres de l'Organisation des Nations Unies, un titre exclusif détenu aujourd'hui par une soixantaine de pays et le Vatican. En fait, ils ont des relations diplomatiques avec eux. Le prochain, le Kosovo. Beaucoup d'entre vous en ont probablement déjà entendu parler. Celui-ci est compliqué car ils ont une histoire très complexe avec la Serbie. Dans les années 90, ils ont eu une guerre avec la Serbie durant l'effondrement de la Yougoslavie, avec l'implication de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies s'en est mêlée, puis en 2008, ils ont déclaré leur indépendance et aujourd'hui, ils sont administrés par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, avec la mission d'administration de l'Organisation des Nations Unies au Kosovo en coopération avec l'Union européenne. Sous la Yougoslavie, le Kosovo était une province autonome de la Serbie appelée Kosovo et Metochi. Aujourd'hui, il est principalement habité par des Albanais ethniques, avec des Serbes dans le nord et d'autres régions. Légalement, les deux langues sont co-officielles et les anciennes églises orthodoxes serbes sont fortement protégées. Ils utilisent l'euro comme monnaie. Et aujourd'hui, le gouvernement de la Serbie a une position étrange, du genre « on ne va pas vous reconnaître, mais on est prêt au moins à discuter et à essayer de régler certaines choses avec vous ». C'est bizarre quand vous allez à l'aéroport de Belgrade, vous verrez même qu'ils affichent des panneaux disant qu'ils ne reconnaissent pas le Kosovo, mais qu'ils sont prêts à essayer de trouver des solutions avec eux. Vous voyez ça à l'aéroport juste avant la douane, ils veulent vraiment préciser leur politique concernant leur position envers le Kosovo. Oui, ils prennent ça très au sérieux, et maintenant nous avons les États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, mais qui sont reconnus par au moins un État membre de l'Organisation des Nations Unies, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Pour faire court, ce sont des régions autonomes qui étaient dirigés par l'ARSS de Géorgie à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Voyez-vous, avant l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, il y avait beaucoup de RSS ou de nations républicaines qui avaient leur propre région autonome. Et ce sont toujours ces régions autonomes qui posent des complications. Mais bref, ces deux zones ont leurs propres groupes ethniques distincts. Les Abkhazes et les Ossètes. Les Abkhazes sont en gros apparentés aux Circassiens que l'on trouve dans toute la région du Caucase. Et les Ossètes sont exactement les mêmes personnes que les Ossètes du Nord que l'on trouve aujourd'hui en Russie. Ils descendent d'une ancienne tribu iranienne qui a migré vers le Caucase depuis l'Iran. C'est une longue histoire, je sais que c'est un peu confus, mais voilà le contexte. En gros, après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ces deux régions ont voulu obtenir leur propre indépendance. C'est pourquoi ils ont eu des guerres avec la Géorgie de 1991 à 1993. L'Ossétie du Sud a connu une autre guerre en 2008, toutes deux soutenues par l'armée russe. Officiellement, la communauté internationale considère encore ces zones comme des régions autonomes du pays, de la Géorgie. Cependant, 5 pays membres de l'Organisation des Nations Unies les reconnaissent comme des États indépendants. Les pays concernés sont la Russie, la Syrie, le Nicaragua, le Venezuela et étonnamment Nauru. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés impliqués. Le suivant, la République arabe sahraoui démocratique, ou la République arabe sahraoui démocratique, ou le Front Polisario. Peuple marocain, je comprends votre agacement à l'évocation de ce sujet. Je vais simplement l'exposer de manière objective, sans détour. Je sais. Donc en gros, après que l'Espagne a quitté la région du Sahara occidental en 1975, il y avait 3 groupes de personnes qui, en quelque sorte, se disputaient cette région. Le Maroc, la Mauritanie et la République arabe sahraoui démocratique étaient impliqués. La Mauritanie a retiré sa revendication, laissant seulement le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Et le conflit continue encore aujourd'hui. La République arabe sahraoui démocratique est composée de Sahraouis, qui sont essentiellement un peuple arabe hassani. Cela signifie qu'ils sont un mélange de berbères et d'arabes, avec leur propre culture et dialectes distincts. Tout cela, et jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez la carte, en fait, si vous zoomez sur les images satellites, vous remarquerez qu'il y a quelque chose appelé le mur de sable. C'est une véritable zone démilitarisée au sein des sables du Sahara qui sépare ce que le Maroc administre et revendique. Par rapport à ce que la République arabe sahraoui démocratique administre et revendique, aujourd'hui le Maroc occupe environ 80% de tout le Sahara occidental, y compris toute la côte atlantique. Je veux dire techniquement, mais ensuite, si on regarde la République arabe sahraoui démocratique, ils ont en quelque sorte un petit bout de territoire sur cette petite péninsule. Mais c'est comme la République arabe sahraoui démocratique. En résumé, ils ont obtenu l'intérieur des terres.
puis la République de Chine, aussi appelée Taïwan. Actuellement, 11 pays reconnaissent uniquement Taïwan et n'ont pas de relations bilatérales avec la République populaire de Chine. Ils ne reconnaissent pleinement que Taïwan, tandis que 59 pays entretiennent des relations non officielles avec l'île via des ambassades ou des ministères des Affaires étrangères de facto. À Taïwan, la situation est complexe. En 1911, la révolution de Xinhai a eu lieu où la République de Chine a renversé la dernière dynastie impériale chinoise. Sun Yat-sen a dirigé la révolution et est considéré comme un héros à Taïwan avec des statues de lui partout. Après une guerre civile, les communistes ont pris le contrôle du continent, expulsant les socialistes de la République de Chine vers Taïwan. Aujourd'hui, les deux partis revendiquent la légitimité sur l'ensemble de la Chine, Taïwan et le continent. Aujourd'hui, les relations entre les deux sont compliquées, mais ils interagissent tout de même. Cependant, tout est très complexe, même aux Jeux olympiques où ils doivent être prudents dans leur approche. Ils mentionnent le peuple taïwanais en disant paix comme République de Chine sur l'île. Mais parfois, ils disent Taipei chinois. Dès qu'il s'agit de Taïwan, ça devient compliqué. La prochaine catégorie. Nous avons des non-États reconnus par d'autres non-États, mais il n'y en a qu'un seul. La Transnistrie, où je suis allé avec mon pote Gus, est un endroit intéressant. On y est allé en autostop avec un Russe au hasard. C'est sympa à visiter si tu es curieux et sûr, mais sur le papier, c'est vraiment un gros ouf. Bref, c'est un peu comme un État séparatiste qui s'est détaché du pays de Moldavie en 1991. Peu après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Moldavie était autrefois une RSS. C'est à peu près la même situation. Comme la Géorgie, elle s'est séparée avec... Oh, c'est long. Elle s'est séparée avec l'aide de l'ancienne 14e armée combinée de la garde soviétique, qui est maintenant le groupe opérationnel des forces russes. Ils sont aussi actifs avec les troupes russes de maintien de la paix. Pour faire court, la Russie est très impliquée dans cette région, mais la Russie ne veut pas revendiquer cet endroit pour elle-même, parce que d'abord, c'est entouré par l'Ukraine et la Moldavie. Il n'y a aucun moyen d'y accéder, sauf en passant par des pays qui compliquent l'accès. Quoi qu'il en soit, la Russie a toujours une grande influence dans leurs affaires, et à ce jour, seuls l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, les reconnaissent officiellement comme un État. Et si tu vas sur la place centrale de la capitale de la Transnistrie, le Tiraspol, tu verras les drapeaux de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. C'est un peu comme si les inconnus se soutenaient entre eux, c'est tellement bizarre. Cet endroit a sa propre monnaie et ils utilisent des pièces en plastique. C'est fou, tu ne peux utiliser aucune carte de crédit là-bas, ils ont leur propre système de crédit étrange. Aujourd'hui, la Transnistrie est un mélange de Russes, de Moldaves et d'Ukrainiens et le seul pays qui accepte leur passeport est la Moldavie. La plupart des habitants de la Transnistrie ont aussi un passeport moldave parce que la Moldavie considère qu'il devrait leur appartenir. Si tu traverses leurs frontières, ils ne tamponnent pas ton passeport directement. Ils te donnent un papier tamponné à insérer dans ton passeport que tu dois rendre en partant. Je crois que tu ne peux rester là-bas que pour une durée limitée. C'est compliqué, mec, et ils n'acceptent pas les voitures de location roumaines, seulement celles de Moldavie, donc je n'ai pas pu conduire là-bas. C'est pour ça qu'on a dû faire de l'autostop. C'était vraiment bizarre, mec. Mon Dieu, combien il nous en reste? Ok, il n'en reste que 2, super. Je te jure, après 10 ans à faire ça... Oh mince, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Oh, je crois que j'ai mis une pierre là-dedans, un truc qui vient de la Jordanie, c'est vraiment bon. Geography Now n'encourage pas la consommation d'alcool chez les mineurs. Si tu es mineur, ne bois pas. Mais moi, je suis majeur, donc... où en étions-nous? Ah oui, la prochaine catégorie, les États non membres qui ne sont reconnus par aucun autre État, et le seul dans cette catégorie, c'est le Somaliland. J'ai eu la chance d'y aller celui-là. Il y a longtemps, pour une vidéo de géographie, j'ai rencontré de nombreux géographes somalilandais, qui étaient vraiment sympas et cool. En résumé, ils se considèrent comme les héritiers de l'ancien État du Somaliland, indépendant du Royaume-Uni pendant 5 jours il y a longtemps. Peu après, ils se sont unis avec la République de Somalie. Peu après leur union, ils ont réalisé leur erreur. En 1991, ils ont alors redéclaré leur indépendance. Aujourd'hui, aucun pays ne les reconnaît officiellement, mais ils entretiennent des relations de facto non officielles avec de nombreux pays à travers le monde. Lors de ma visite, j'ai vu des ambassades des Émirats arabes unis, de la Turquie et de l'Éthiopie. Les Émirats arabes unis ont un accord pour gérer le port de Berbera. L'Éthiopie accepte leur passeport et ils ont des accords commerciaux. Ils ont l'une des rares compagnies aériennes proposant des vols directs vers Hargeisa, leur capitale. Les Émirats arabes unis ont également des vols qui s'y rendent. Et quand vous y allez, c'est un peu comme un vrai pays, très fonctionnel. Ils ont même leur propre système de paiement mobile que tous utilisent, sans beaucoup d'argent liquide. Ils utilisent le paiement mobile. Tout le monde le fait. Oui, c'est très fonctionnel, mais personne ne les reconnaît officiellement. Et enfin, la dernière catégorie, les entités politiques qui sont reconnues comme souveraines malgré le fait qu'elles ne soient pas des États.
C'était la catégorie la plus étrange, parce que c'est un peu comme un pays qui n'a pas de territoire. C'est cette entité qui m'a inspiré pour ma vidéo du 1er avril Volanka. Je dis juste qu'il n'y a qu'un seul État qui entre dans cette catégorie, et c'est l'Ordre souverain militaire de Malte. C'est la seule entité sur Terre qui n'est pas vraiment un pays, mais à laquelle on peut avoir la citoyenneté et des relations diplomatiques. Pour faire court, l'Ordre souverain militaire de Malte a été fondé en 1113 et c'est une véritable entité observatrice à l'Organisation des Nations Unies reconnue par 113 pays. Elle est soumise au droit international malgré l'absence de territoire et aujourd'hui, ils n'ont que des bureaux diplomatiques et des missions dans d'autres pays, bénéficiant d'un statut extraterritorial, c'est-à-dire une parcelle de terrain qui échappe aux lois locales car elle relève du statut d'ambassade ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ministère des Affaires étrangères, mais à part ça, ce qui ne compte même pas vraiment, ils n'ont pas de territoire, seulement des membres et un statut de citoyenneté. C'est tellement fou parce que je me souviens que lorsque je suis allé en Guinée équatoriale, de tous les endroits du monde, la Guinée équatoriale, je suis tombé sur une ambassade de l'Ordre souverain militaire de Malte. Vous vous rendez compte? C'est le dernier endroit où je m'attendais à trouver une ambassade de l'Ordre souverain militaire de Malte. C'est réel, il y a une ambassade de l'Ordre souverain de Malte ici en Guinée équatoriale. Vous plaisantez? Même ce pays a une ambassade. C'est qui ces gens? Ils sont tellement secrets et ils apparaissent partout au hasard dans le monde. C'est bizarre, mec. Waouh. Plus je bois ça, plus je m'amuse dans ces vidéos. Petite anecdote, je me suis saoulé dans certains... En fait, je ne vais pas trop en dire. Bref, voilà, toutes les... Comment s'appelle cette vidéo déjà? Bref, voilà, tous les États du monde avec une reconnaissance limitée. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça fait toujours plaisir de vous revoir de temps en temps. Et, ouais, continuez à regarder cette chaîne, mec, ce n'est pas fini. Je sais qu'on a terminé l'épisode sur le Zimbabwe, mais j'essaie vraiment de rester pertinent après 10 ans à faire cette chaîne et je ne veux pas tomber dans l'oubli et que les gens m'oublient. Alors continuez à regarder la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous et activez la cloche de notification ou tout ce que disent les influenceurs. Santé, restez cool, restez connectés.